안녕하십니까. 와인마스터 신라툼 이준혁입니다. 저희가 처음 준비한 미더 레전드 첫 번째 한국 방문자이신 도멘 장루이 샤브의 오너 장루이 샤브와 아내인 에린 샤브를 모셨습니다. 두 분 간단하게 인사 부탁드립니다. Ben voilà, donc j'espère que je ne suis pas encore un mythe, hein, et ça prend du temps pour l'être, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Sinon, donc, Jean-Louis Chave, c'est le domaine Jean-Louis Chave que je représente. C'est une longue histoire, puisque j'en suis la 16e génération. Voilà, et puis donc très, très heureux d'être ici aujourd'hui à Séoul pour vous raconter un peu notre histoire. 그 장루이 샤브가 추구하는 철학이 어떤지 조금 말씀을 해주셨으면 합니다. 예전에 제가 이제 에르미타주의 매력은 무엇이냐라고 여쭤봤을 때 이제 블렌딩의 미학이라고 이제 말씀을 주셨는데 혹시 기억하시는지? Oui, oui, bah, tout à fait, oui. C'est vrai que dans notre philosophie, Chave n'est pas une marque. C'est important pour nous. Chave existe parce qu'il y a l'Ermitage. Je l'ai dit au préalable, le vignoble, le domaine Jean-Louis Chave existe depuis longtemps, depuis 1481, mais l'Ermitage a existé largement avant nous et il existera largement après nous. Donc la philosophie du domaine, c'est pas de faire du Chave, c'est d'exprimer au mieux cet Ermitage. Et ce que l'on propose par le biais de l'assemblage, qui est possible dans l'Ermitage, puisque, comme vous le savez, il y a une grande diversité de sols, et chaque sol donne des vins spécifiques. Il est vrai que l'assemblage, qui est la grande histoire de l'Ermitage, nous permet d'exprimer au mieux, ou tout au moins de répondre à une question, mais finalement, c'est quoi l'Ermitage? Alors on parle de charme, sûrement, mais c'est une vision assez globale de puissance, de finesse et d'élégance, puisque je crois que le propre de l'Ermitage, c'est la puissance. C'est un vin qui, en effet, qui peut être puissant, mais qui n'a pas de rusticité, en fait. L'Ermitage est un vin élégant, voilà. On est d'origine paysanne, mais l'Ermitage est un vin aristocrate. 그 예전에 저에게 이제 장루이가 생조셉은 론의 미래라고 이제 말씀을 주신 적이 있었거든요. 거기에 대해서 좀 자세하게 설명을 해주셨으면 합니다. Alors Saint-Joseph, c'est une appellation qui est en effet qui est très vaste et qui malheureusement en termes d'appellation ne veut pas dire grand-chose. Cependant, à l'intérieur de cette grande appellation, il y a des petits lieux, des petits endroits qui sont déjà historiques, où il s'est fait du vin avant le phylloxéra, qui a dévasté ce vignoble, mais qui s'est fait du vin intéressant. Et beaucoup de ces lieux n'avaient pas été replantés, et c'est vrai que ça a été un peu mon histoire, de ma génération, de replanter de la vigne dans ces lieux que je considère assez magiques, si je puis dire, où on pourra faire avec le temps des vins très singuliers. Donc il est vrai que ces lieux n'auront pas la perfection de l'Ermitage, mais ces lieux vont donner des Saint-Joseph très intéressants, et peut-être qu'un jour on pourra penser à des crus de Saint-Joseph, puisqu'en effet on pourra faire des vins, des vins avec une certaine élégance, une certaine originalité, hein, c'est ce que je disais, une certaine originalité. Donc c'est un petit peu le but de ma génération, où on a ces 25 dernières années, sur ces endroits spécifiques, on y a planté de la vigne, ça a pris beaucoup de temps, et il faudra encore quelques années, puisqu'il faut que la vigne que l'on a plantée, il faut qu'une vigne elle ait à peu près 25 ans, 30 ans, avant de vraiment exprimer une origine. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bel avenir, il y a un bel avenir à Saint-Joseph, ou à certains vins de Saint-Joseph.
제가 이제 간혹 와인 메이커 분들한테 이제 많이 여쭤보고 많은 분들이 궁금하시는데 혹시 본인이 만드시는 와인 말고 어떤 와인을 가끔 자주 드시는지 아니면 혹시 지역이나 품종 같은 게 있으신지 에린 샤브하고 같이 이야기를 좀 해주셨으면 합니다. Non, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'un vigneron boit pas le vin de la même façon qu'un amateur de vin. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, puisque le vigneron, il n'a pas la liberté qu'un amateur peut avoir. Un vigneron, il est souvent prisonnier de ses techniques, de sa philosophie, et se faire plaisir déjà à boire un vin, et même son vin, c'est pas facile, hein, puisqu'on est toujours dans l'analytique, dans la réflexion du vin. Donc à ce sujet-là, on ne goûte pas les vins de la même façon qu'un amateur de vin. Voilà. Maintenant, et puis on goûte du vin je ne vais pas dire toute la journée, mais on goûte très souvent du vin. Donc on va chercher dans une autre boisson. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il faut aussi de la bière pour faire du vin, parce que la bière permet c'est une bonne boisson qui permet de s'échapper un petit peu du vin, et ça c'est appréciable. Voilà. Maintenant, j'aime bien le vin d'autres régions, d'autres confrères. Souvent, on a gardé chez nous, et grâce à Erin, la tradition du bon dimanche midi, où on a un repas de famille avec les enfants le dimanche midi. Et le dimanche midi, on aime beaucoup, et j'aime beaucoup, boire des vins d'une autre région. Voilà, alors c'est souvent... il y a des bons vins de partout, hein. Bien sûr qu'on aime le Pinot de la Bourgogne, mais j'aime beaucoup aussi les vieux Bordeaux. Et souvent, ces dimanches midi, c'est l'occasion d'ouvrir ces vieilles bouteilles de Bordeaux qui ont traversé le temps et qui restent des modèles pour moi dans une idée du grand vin. Voilà. Moi, je pense oui. Et on boit d'autres vins, mais c'est sûr, moi, je suis toujours contente quand Jean-Louis revient à la maison après une dégustation avec un peu de notre propre vin. Et c'est vrai que les dimanches, on fait en famille, je cuisine, et puis voilà, on fait déguster aussi les enfants qui sont grands maintenant, donc c'est important. Et puis aussi, on aime bien commencer avec un verre de champagne. Et puis, moi, j'ai toujours une petite faiblesse et un amour pour Domaine Tempier. C'est les bandoles du vin du sud de la France. Donc, c'est vrai que Jean-Louis, après une dégustation toute la journée, ils disent en français, il faut beaucoup de bière pour faire du bon vin. Mais c'est ça, c'est vrai que ça donne soif. Et une bière est désaltérante, donc il est content de changer des registres. On aime bien aussi les Riesling et des choses comme ça, mais on boit ouais, principalement. Mais que du bon vin. Voilà. Exactement. 사실 장르 샤브가 1992년이 첫 번째 디시거든요. 근데 첫 시작은 누구한테나 다 어려움이 있을 건데 1992년 기후도 상당히 어려웠거든요. 쉽지 않은 빈티지였는데 어떠셨는지 첫 빈티지를 만들었던 기억에 대해서. 저는 사실 굉장히 맛있게 마셨거든요. 이번 테이스팅할 때. 그러니까 그 어려운 빈티지라고 하면 보통 뭐 와인 드시는 분들은 좀 배제를 하는 경우가 많은데 저는 사실 정말 감동을 받았었거든요. Alors ça m'étonne pas qu'il ait aimé le millésime 92, parce qu'il aime le Pinot et la Bourgogne. Et des fois, il y a des millésimes chez nous, et notamment 12, qui clairement pinotent. Hein, c'est-à-dire que c'est la Syrah qui est vraiment dans son expression de finesse et de structure un petit peu plus légère. Et on va pouvoir dire que la Syrah pinote. Et 92 est un bon exemple de ce type de vin. Alors il est vrai que 92 c'est mon premier millésime,
Alors c'est bien de commencer avec des millésimes plus difficiles parce qu'on se dit l'avenir sera peut-être plus facile. Mais c'est vrai que 92, c'est une année où les raisins avaient certes mûri, mais où l'arrière-saison a été un petit peu plus compliquée, avec beaucoup de brume, de brouillard, un peu de pluie, mais surtout de l'humidité, et un raisin qui avait mal à mûrir, mais il fallait attendre longtemps avant de le ramasser pour essayer de gagner quand même en maturité. C'est un millésime où il y a eu un peu de botrytis, notamment sur les raisins blancs, et ce côté de rouge où le botrytis pouvait arriver, c'était une inquiétude, puisque autant on peut accepter du botrytis sur du blanc que sur du rouge, c'est difficile. Donc c'était un peu le profil de 92, avec des pellicules de très fines, hein, donc, qui ne permettaient pas de faire des extractions un peu plus importantes. C'est pour ça que c'est un vin qui est resté un peu plus dans sa finesse. Voilà. Alors maintenant, il est vrai que la grande question, c'est qu'est-ce qu'un grand millésime finalement? Pendant longtemps, on a pensé, et ce qui était vrai sûrement, que le grand millésime était produit lorsque les raisins étaient très mûrs, lorsque les raisins étaient parfaits. Alors, il y avait peu dans l'histoire finalement de millésimes avec des raisins vraiment parfaits. Ces dernières années, ces dernières décennies, peut-être avec un certain changement climatique, où globalement il fait plus chaud, plus sec, on a eu beaucoup de millésimes avec des raisins parfaits. Voilà. Alors, ça fait des grands vins, ça fait des bons vins, voire des grands vins, bien sûr, mais on en reste toujours à la question, qu'est-ce qui fait un grand millésime? Et le grand millésime, il existe lorsqu'on le boit finalement et on se fait plaisir avec. Donc un millésime compliqué comme 92, s'il est bu au bon moment, avec les mets qui l'accompagnent, si c'est des vins qui expriment toujours au mieux leur origine, et ça peut faire des bons vins. Alors il est vrai que 92, c'est pas un modèle de grand ermitage, mais de façon évidente, c'est un bel ermitage et il tient son rang d'être de l'ermitage. Je crois que ça a toujours été la philosophie du domaine, c'est quand même de mettre en bouteille, quels que soient les millésimes, des vins que l'on pense être à la hauteur de la réputation de l'ermitage. On ne mettra pas en bouteille un vin que l'on pense ne pas être à la hauteur de l'ermitage. 셀렉션, 에르미타 주플랑을 테스팅하고 계시는데 저는 개인적으로 정말 좋아하는 와인이에요. 제가 샤브의 와인들 중에서 가장 좋아하는 와인 중에 하나인데 도멘의 와인과 셀렉션 와인들에 대해서 간단하게 무슨 차이점이 있는지 소개를 좀 해주셨으면. JL Chave Sélection existe depuis le millésime 95 avec un Saint-Joseph. Voilà. L'idée de sélection, c'était déjà à l'époque de faire des bons vins qui expriment vraiment leur terroir, leurs origines, mais de le faire dans un cadre différent que le cadre du domaine. Et en effet, ces deux, j'allais dire sociétés, ces deux domaines différents. L'idée première, alors peut-être compliqué de le voir comme ça, c'est que les vins du domaine, c'est ce que je dis souvent, c'est un petit peu la haute couture. Voilà. C'est la haute couture, c'est l'expression du terroir et avec, dans sa plus grande précision, et avec une prétention, et je dis bien une prétention, d'être le meilleur ou de faire le meilleur vin. Alors après, qu'est-ce que le meilleur vin? Mais il y a vraiment cette prétention. Dans le cadre de JL Chave Sélection, si je parlais de haute couture pour le domaine, là, ça serait plutôt le prêt-à-porter, voilà, qui ne se veut pas industriel,
qui aussi veut faire vraiment des bons vins de vignerons, qui a moins la prétention d'être le meilleur, puisque je l'ai dit, c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre du domaine, mais faire vraiment des beaux vins. Voilà. Des beaux vins qui puissent être accessibles pour le marché, car je crois que le vin doit exister à différents niveaux. Bien sûr qu'il y a le grand vin, bien sûr que dans la restauration on va parler de gastronomie et de 3 étoiles, mais il faut un vin plus au quotidien, comme dans la gastronomie, il y a des bistrots et une bistronomie. Voilà. Alors l'idée de sélection a vraiment été compris par le marché américain, justement quand les grands chefs de New York ont commencé à ouvrir des bistrots. Et souvent dans ces grands chefs, on les a accompagnés dans le cadre de ces bistrots et les vins de sélection avaient toutes leurs raisons d'exister. Voilà. Alors le domaine Jean-Louis Chave ne fait pas de deuxième vin, puisque au niveau de l'Ermitage, on essaye, comme on l'a dit tout à l'heure, par le biais de notre assemblage, d'essayer de faire le meilleur Ermitage. Et on ne peut pas, dans le cadre du domaine, faire des deuxièmes vins. Je préfère faire un autre vin dans le cadre de sélection et que ce vin existe ailleurs que dans le domaine et donc il existe pour sélection. Donc là, par exemple, on goûte un Ermitage blanc qui s'appelle Blanche. Donc bien sûr, le raisin est produit par le domaine Jean-Louis Chave. Cependant, le profil de ces vins-là n'apportera rien à notre grande cuvée d'Ermitage, alors qu'on pense que pour sélection, dans le cadre de sélection, ça fera un Ermitage blanc très intéressant. Voilà. Donc là, on a surtout des terroirs un petit peu de l'ermite et un petit peu et surtout d'un terroir qui s'appelle Maison Blanche, qui va donner des vins un peu plus frais, assez élégants, assez précis pour un Ermitage, un petit peu plus vif, un peu plus tendu, avec certes un peu moins de gras, mais avec cette expression et cette force que peut avoir l'Ermitage blanc. 마실 때마다 너무 좋아서 블랑슈 같은 경우에는 접근성이 너무 좋아서 갑자기 옆으로 빠져서 그런데 깨부가 사실은 나눠져 있어요. 뭐 지금 바트를 보관하는 데가 여러 군데 나눠져 있는데 혹시 도매에서 지금 보관하는 것 중에 지금 굉장히 오랜 역사를 지니고 있으니까 가장 오래된 빈티지가 몇 년이고 드셔본 가장 올드 빈티지는 몇 년인지 샤브, 샤브 와인 중에. Alors le plus ancien millésime dans la cave, on ne sait pas le millésime exact, puisqu'il y a une génération qui l'a oublié. Donc c'est fin des années 1800, mais on ne peut pas dire le millésime exact. Voilà. C'est après 1880, en sachant que dans l'Ermitage, on a eu le phylloxéra en 1865. Voilà. Donc il y a eu, c'est des vins qui se sont faits à une époque où la vigne n'avait pas été encore arrachée pour être replantée, puisque les premières replantations de vignes suite au phylloxéra, c'est avant la guerre de 1914. C'est 1907, 1910. Voilà. Donc ces plus vieux vins, on les a, c'est cette fin des années 1800. Voilà. À partir de 1903, 1900, on a la plupart des millésimes, et notamment le 1923 ou 29 qu'on a en quantité plus supérieure, qui étaient des grands millésimes à l'époque et qui avaient été gardés de façon assez précieuse et conservés dans un coin de la cave. Voilà. Et puis on a eu la chance d'avoir des vieilles bouteilles, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, la cave avait été cachée, murée, et
alors que donc elle n'a pas été pillée en fait. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de vieux vins aussi dans notre cave. Voilà. 제가 지금까지 태어나서 제일 오래된 게 프랑스 와인은 1900년이거든요. 1900년? 네, 전 1900년 경험이 한 3-4번 정도 1900년이 있는데 사실은 그 이후에 이제 필록셀러가 나온 거니까 사실 그 이전 것들은 만날 일이 사실 잘 없어서 그래서 혹시 그 지금 드신 게 이제 생조셉인데 사실 이게 슈라라는 품종으로 만들게 되는데 사실 두 분이 여행을 가끔 다니시잖아요. 그러면 전 세계를 다니셨을 건데 슈라와 잘 어울리는 아니면 이제 화이트를 만드는 막사네하고 잘 어울리는 음식이 있으면 추천을 좀 해주셨습니다. 음식. Oui, sûrement. Alors c'est vrai que dans notre philosophie, on parle peu de cépage. Ce qui va compter, c'est plus l'origine que le cépage. C'est-à-dire que Syrah, en fait, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose parce que la Syrah existe à Saint-Joseph, à Cornas, à l'Ermitage. Donc on va plutôt parler du terroir que du cépage. Voilà. Alors, dans l'idée de Saint-Joseph, Saint-Joseph ou Cornas, ce sont des vins, mais c'est très vrai à Saint-Joseph, qui sont un petit peu plus rustiques, j'allais dire, qui sont plus rustiques et qui font appel à une cuisine un petit peu plus... une cuisine, alors dans notre tradition française, qu'on va appeler de bistrot. Hein, c'est-à-dire que pour un Saint-Joseph, il faut un peu de... Les tanins sont un peu plus serrés, le vin est plus épicé, il va falloir un mets avec un peu de gras, un peu de texture. Donc c'est toute la... Ça peut être la charcuterie, hein, qui va bien aller avec le Saint-Joseph par rapport à ça. C'est une cuisine un peu plus quotidienne. Voilà. Alors après, il y a des viandes qui vont bien aller. Ça peut être l'agneau, est une viande qui va bien en général au Saint-Joseph, mais qui peut aller bien à l'Ermitage aussi. Parce que une belle viande d'agneau, ça peut être assez fine, de texture assez élégante, et ça sera peut-être plutôt un Ermitage qu'un Saint-Joseph. Voilà. Moi, je dois dire, je pense ici en Corée, je pense que ça doit être intéressant, le Saint-Joseph, avec votre culture de pork belly et tout ça. Ça doit être très bon. Voilà, il faut un peu de texture, il a un peu de gras, le Saint-Joseph. Oui, exactement. Oui, c'est ça. 이제 거의 마지막 질문이 될 것 같은데 와인메이커로서 가장 기쁘거나 즐거운 순간이 있다면 이제 반대로 가장 어렵거나 슬펐던 순간도 있었을 건데 그 두 가지에 대해서 한번 설명해 주실 수 있는지. Je crois que c'est assez facile à comprendre, c'est que le vigneron dépend totalement de la nature. Et par rapport à la nature, on peut être que, j'allais dire, modeste et surtout philosophe, puisque la nature peut être généreuse, elle peut donner beaucoup, mais elle sait aussi reprendre ce qu'elle a donné. Et c'est jamais facile à accepter finalement, c'est-à-dire qu'on peut perdre en l'espace de quelques minutes suite à un orage de grêle, on peut perdre une récolte ou on peut abîmer ce beau raisin qu'on a travaillé pendant des mois et en l'espace de peu de temps, on peut à la fois perdre la récolte ou abîmer le raisin. Après, le vrai plaisir du vigneron, c'est de partager un vin qui existe avec, comme je vais le faire avec vous sur ces quelques jours, c'est de partager un peu de notre histoire, de notre culture et de le partager avec des amateurs. C'est quelque chose qui nous rend heureux et c'est dans ces moments-là qu'on puise l'énergie, j'allais dire suffisante pour traverser les moments difficiles. 마지막으로 인사를 부탁드리는데 한국 와인 애호가 분들께 하고 싶은 말이 있으신지.
Ben déjà, de les remercier d'être amateurs et de considérer, de boire nos vins, hein, puisque ce que je dis souvent, c'est que le vin, il existe lorsqu'il est bu. Et l'histoire du vin, bien sûr que le vigneron l'écrit en partie, mais l'histoire du vin est vraiment écrite par le consommateur et par l'amateur. Et moi, je suis totalement reconnaissant de ce marché coréen. Ce qui est incroyable, c'est que pour nous, le vin fait partie de notre histoire au plus profond, aussi loin qu'on peut aller des fois dans notre histoire. Le vin a toujours fait partie de notre table et de notre culture. Maintenant, de pouvoir porter un petit peu ce message dans une autre culture, c'est totalement extraordinaire. Et c'est une grande chance et je vous remercie intimement de cette même amour du vin que vous portez, puisqu'encore une fois, le vin, il existe lorsqu'il est bu et il est partagé. Donc le plus on partage avec plus de gens différents, le plus longtemps le vin continuera d'exister. 오늘 촬영 나와주셔서 정말 감사드립니다. Encore une fois, merci. Ben non, mais Merci à c'est vous. moi qui vous remercie On est ravis d'être là. voilà, et d'avoir des ambassadeurs, voilà, dans votre belle culture et votre beau pays.